Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a délivré hier, 31 janvier 2025, une allocution très forte. Une allocution très forte à l'occasion du retrait définitif des troupes françaises du sol tchadien. C'est une allocution qui m'a particulièrement marqué. Je voudrais, eh bien, ici, simplement restituer les mots qu'il a employés. Alors, j'ai plusieurs versions de cette allocution. J'ai une version, j'ai sous les yeux une version sur le site officiel du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Alors, je vais voir si je peux avoir une version vidéo. Le problème, c'est que la version vidéo que j'ai écoutée, en fait, elle était défectueuse, quoi. J'ai le sentiment que l'enregistrement vidéo n'a pas été des meilleurs, mais j'ai le texte sous les yeux. Et il y a des choses qui m'ont vraiment intéressé dans le texte. Alors, il est relativement long. Non, c'est 3-4 pages, ça va, quoi. Mon allocution à la cérémonie du désengagement des troupes françaises du Tchad, organisée ce matin, 31 janvier 2025. Alors, je vais commenter progressivement. Je vous lis un paragraphe, je commente. Et comme ça, on aura fini. Et je montrerai ce qu'il y a d'intéressant et de difficile à la fois dans la déclaration du président tchadien. Distingués invités, mes chers compatriotes, en cet instant précis et avant toute autre chose, je voudrais m'orienter vers le tout-puissant Créateur pour lui exprimer mon infinie gratitude. Ça, on est habitué à cela. Le président tchadien affiche et affirme fortement, eh bien, sa foi, notamment ces derniers temps. Nombreux étaient les événements qui m'ont conduit à prendre la parole depuis mon arrivée à la tête du pays en avril 2021. Mais l'occasion qui nous réunit aujourd'hui est extraordinaire. Elle est unique et historique. Il s'agit en effet d'un événement sans précédent qui cristallise un symbole fort, une vision nouvelle et un engagement résolu. Mieux encore, il satisfait une des aspirations les plus emblématiques, légitimes, répandues et profondes du vaillant peuple du Tchad dans son ensemble. C'est donc un jour exceptionnel dans la marche de notre pays qui marque la fin effective de la présence militaire française au Tchad. Une première depuis 125 ans. Je pèse et mesure parfaitement mes mots. Jamais cet accord n'a été dénoncé dans son essence et appliqué sur le terrain, comme nous venons de le faire. La présence militaire française au Tchad remonte aux années 1900. Plus d'un siècle et 2 décennies de présence, sous une forme ou une autre, à l'époque de la colonisation ou à l'ère indépendance, avec un accord signé ou même sans un accord. Je m'arrête d'abord là. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est véridique dans cette partie de son texte. Ce qu'il dit, c'est la restitution de la vérité historique. Il y a eu, sous les présidents Tombalbaye et par la suite Félix Maloum, il y a eu des annonces et des déclarations de retrait, de départ des troupes françaises du sol tchadien. Mais ces annonces et ces déclarations n'ont jamais été suivies d'un effet aussi aisément vérifiable que celui qui a été obtenu par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Donc, quel que soit le regard politique qu'on porte sur l'homme Mahamat Idriss Déby Itno, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant, et un coup d'État qui était, bien sûr, adoubé par la puissance néocolonialiste française, on est obligé de reconnaître que l'acte qu'il a posé est effectivement sans précédent. Ni Maloum, ni Tombalbaye n'avaient pu obtenir l'effectivité du retrait militaire français du sol tchadien. Lui, il est le premier dirigeant tchadien à pouvoir revendiquer cela. Même son père, que ce soit Goukouni Wedei, par la suite, Hissène Habré et Idriss Déby, ils n'ont pas été capables d'obtenir ce qu'il a obtenu. Et ça, vous pouvez aller vérifier. Il n'y a jamais eu, depuis les années 1900, jusqu'en cette année 2024, une seule année sans présence militaire française au Tchad. C'est important de le souligner. Bon, très bien. Mais sur cette question de la présence militaire française, il est quand même important de faire une petite objection au maréchal président Idriss Déby Itno. C'est que la présence militaire, eh bien, c'est la présence des camps militaires, la présence de militaires formellement dans les camps. Mais la présence militaire, c'est aussi la présence de conseillers militaires, c'est aussi la présence de sociétés de mercenaires, c'est aussi la présence de compagnies de sécurité privées. La présence militaire, c'est aussi la présence de militaires déguisés dans les ONG, dans les arts, les associations, apparemment innocentes et transparentes, mais qui n'en sont pas moins des moyens, en réalité, d'infiltration militaire dans un pays. Oui, le Tchad a mis fin à la présence militaire officielle.
de l'armée française sur son sol. Mais il n'a pas fini de mettre fin à la présence militaire officieuse de cette armée. On ne met pas fin à la présence militaire officieuse d'une armée en si peu de temps. Un très grand travail s'impose sur ce terrain. Et il ne faut pas que le président Mahamat Idriss Déby Itno se laisse griser par la joie légitime du retrait officiel. Ça, c'est le premier point. D'autant plus que on a entendu un certain nombre d'officiers et de stratèges militaires français dire que désormais, leur présence invisible sur le plan militaire en Afrique allait être supérieure à leur présence visible. Donc, le départ formel et officiel de l'armée française du Tchad ne signifie pas son absence informelle et officieuse. Et le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno a intérêt à s'inspirer du travail qui est en train d'être fait par les régimes du Sahel sur les compagnies de mercenaires, les sociétés de sécurité privée, les fameuses sociétés de gardiennage, les ONG et les associations. Bon, je continue à lire le président. Le Tchad tire aujourd'hui, alors, la présence militaire française au Tchad remonte aux années 1900. Plus d'un siècle et 2 décennies de présence, sous une forme ou une autre, à l'époque de la colonisation ou à l'ère indépendance, avec un accord signé ou même sans un accord. Le Tchad tire aujourd'hui tous les enseignements qui découlent de cette forme surannée de coopération militaire. Distingués invités, chers compatriotes, ce 31 janvier 2025 marque ainsi le retrait définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad. C'est au bas mot un nouveau lever de soleil au ciel d'un Tchad entièrement souverain et résolu à assumer son destin. Alors, le président tchadien est dans la poésie. Il a tout à fait le droit. Le 28 novembre 2024, au jour du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad, nous avons rompu l'accord militaire avec la France. Le 31 décembre 2024, lors de notre message à la nation, nous avons fixé pour le 31 janvier 2025 la date butoir du retrait intégral des forces françaises de l'ensemble du territoire national du Tchad. Grâce à Dieu, et en réponse concrète à un engagement patriotique pris devant le peuple tchadien, nous assistons aujourd'hui avec une réelle, profonde et légitime fierté à la fermeture effective de la dernière base militaire française installée au cœur de notre capitale depuis plusieurs décennies. Ce retrait bouclé par le décollage de cette même base du dernier avion militaire français, hier à 15h50, représente une étape majeure franchie dans la nouvelle marche du Tchad qui vise à repenser ses relations bilatérales et multilatérales avec l'ensemble des pays et au sein de diverses institutions internationales. Alors, sur cet extrait, je voudrais dire au président Mahamat Idriss Déby Itno que cet extrait-là, les grands experts néocolonialistes français, le lui opposeront jusqu'au dernier jour de sa vie. J'espère qu'il sait, qu'il a si. En Côte d'Ivoire, il y a une expression pour cela, on appelle ça couper igname. Cet extrait est perçu par les géostratèges, les géopoliticiens et l'oligarchie néocolonialiste française comme une offense magistrale. Les renvoyer le jour de l'indépendance qu'ils prétendent avoir accordée au Tchad. Pour eux, c'est une insulte suprême. Les renvoyer et dire qu'on est fier de les avoir renvoyés, c'est pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'ingratitude. J'espère que vous savez que la notion d'ingratitude, qui a été élaborée récemment par le président Macron, vous concerne, vous, président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, au premier chef. Parce que pour vous, il s'était déplacé pour venir vous adouber. Il s'était déplacé pour venir vous approuver, alors que vous aviez pris le pouvoir par coup d'État. Et que par ailleurs, il se faisait professeur de démocratie dans les pays africains où ses intérêts étaient préservés. Sachez que celui pour lequel il a voulu mouiller le maillot, il est venu personnellement au deuil de votre père. Il est venu personnellement vous dire que, je cite le président Macron ce jour-là, la France ne permettra jamais que le Tchad soit déstabilisé. La France veillera toujours, ce sont les déclarations du président Macron, la France veillera toujours à la stabilité du Tchad. Ces mots du président Macron voulaient dire, l'armée française sera toujours là pour assurer que l'ordre politique tchadien soit compatible avec les intérêts, politiques ou économiques français. Quand, en 2021, le président Macron a tenu ce discours du 21-22 avril devant la dépouille de votre père, en N'Djamena, sachez qu'il entendait par là que vous étiez le garant du maintien de la présence militaire française. Or, vous, à qui donc il prétend avoir rendu un service infini, et vous, qu'il considère désormais donc comme faisant partie de la liste des ingrats qui souffrent d'une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Propos que vous avez vous-même considérés comme des propos méprisants
des propos dignes d'une autre époque, il faut que vous sachiez que ce paragraphe de votre discours est considéré par la logique néocolonialiste française comme un casus belli. C'est un paragraphe impardonnable. Quand on a fini de dire ça, il ne faut plus attendre l'aide française au développement. Et il ne faut pas la demander. Quand on a fini de dire ça, il faut se préparer à sortir du CFA. Parce que tant qu'on a la main sur votre budget, d'une manière ou d'une autre, à travers cette monnaie, on peut financer vos ennemis. Bon. Quand on a dit ça, il faut développer et renforcer ces alliances sous-régionales et mondiales. C'est pas une question de mois. Il faut les renforcer. C'est une question de semaine. Quand on a dit ce que vous avez dit, là, vous pensez que vous avez trouvé sans doute les mots les plus équilibrés, les mots non. Ces mots sont vécus comme des mots outranciers. Ils sont vécus comme des mots qui sont vécus par l'élite néocolonialiste française comme des mots, mais ce sont des mots blasphématoires. C'est comme si vous aviez craché sur l'autel d'un temple. Autel, A-U-T-E-L. C'est comme si vous étiez venu sur l'autel et que vous aviez craché. Parce que ça, vous étiez considéré comme une sacro-sainte pupille de la France-Afrique. Et ce que vous avez fait là, je vous le dis, mais vous le savez, président, ils ne vous le pardonneront jamais. Et apprenez à vivre sans attendre ce pardon. Apprenez à vivre sans attendre ce pardon. Apprenez à vivre sans les flatter. Parce que, en plus, vous les énervez quand vous les flattez. Vous les énervez encore plus quand vous les flattez. Vous les obligez à vous nuire encore plus quand vous les flattez. Parce que quand vous les flattez, ils savent maintenant que vous vous moquez d'eux. Donc, ne les flattez pas si vous ne vous sentez pas fort, plus fort. Ne les flattez pas si vous n'avez pas pris toutes les précautions. Et je vais expliquer pourquoi il faut travailler d'arrache-pied pour avoir toutes les précautions. Au lieu d'entrer dans « je peux les flatter, je peux faire encore ceci avec eux ». Président, vous ne pourrez rien faire avec eux. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec vous sera une occasion de vous punir. Tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec vous sera une occasion de vous punir. Je m'époumonne à l'expliquer, mais je sais que vous le savez. Je continue à lire. Alors, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire avec la France pour les efforts déployés dans l'accomplissement de la mission assignée. Mes sincères remerciements s'adressent également à la partie française pour avoir promptement collaboré dans le calme, le respect et la sérénité dans la mise en application de cette décision conformément à notre volonté et dans le délai accordé. Alors, moi, ce paragraphe m'intéresse beaucoup parce qu'il y a pas mal de gens au Tchad qui avaient dit que le président Mahamat Idriss Déby Itno mentait. J'aimerais que ces gens-là aient l'honnêteté de dire qu'il ne mentait pas. Moi, quand il a dit qu'il dénonçait l'accord de coopération et de défense, je suis sorti ici pour le féliciter et dire que je sais qu'il ne ment pas, il le dénonce vraiment. Parce qu'on ne s'amuse pas avec un accord de coopération et de défense. On ne peut même pas faire semblant de le dénoncer par ruse, c'est pas possible. C'est un acte trop fort. Mais il y a des gens ici, quand le président Mahamat Idriss Déby Itno a dit « Je mets fin à l'accord de coopération militaire et de défense avec la France », qui sont sortis pour dire « Il ment ». Les bases militaires françaises vont rester là, vous allez voir. Je voudrais saluer tous ceux qui sont venus sur mes pages, Facebook, YouTube, TikTok, dire « Ah, tu es devenu le nouveau soutien de la dictature de N'Djamena, mais tu vas voir, aucun militaire français ne va bouger. » Je les salue tous, ceux qui sont venus. Quand je vous dis que je pense objectivement que quelque chose s'est passé et va se passer, c'est que j'ai vraiment pris la peine de faire une analyse comparative et critique. Bon, voilà, le départ est effectif. Ceux qui disaient que Mahamat Idriss Déby Itno mentait, qu'ils viennent encore dire qu'il mentait. Vous n'avez pas la base militaire française de N'Djamena n'est pas entre les mains de l'armée tchadienne. La base militaire de Faya Largeau n'est pas entre les mains de l'armée tchadienne. Tchadien, vous qui êtes au Tchad, les militaires français sont encore où? Écrivez ça sur la vidéo ici. Si vous connaissez un endroit où ils sont, vous me dites. Et je fais objection au président Mahamat Idriss Déby Itno. Je vous ai dit qu'ils allaient obtenir leur retrait total. Et il y a 5 ans, je disais qu'un jour, le retrait total des troupes françaises aurait lieu de toutes les anciennes colonies. Et les gens se moquaient de moi. Il y a 15 ans, j'étais militant du Parti socialiste, section de Mont-Saint-Aignan. Et je disais qu'il fallait retirer les troupes françaises des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et que ce retrait serait beaucoup plus honorable s'il est anticipé par la France. Et que si la France ne l'anticipait pas,
le retrait se ferait dans la honte, le déshonneur. Le retrait se ferait dans l'indignité. Il y a 15 ans, ce sont mes débats ici, à la section du Parti socialiste, en Normandie, avec mes camarades, quand j'étais membre du Parti socialiste français. On m'a ri au nez. On m'a offert un café de plus. En disant, non, 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 bois un café, je crois que tu commences à avoir sommeil, là. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe, on a des relations. Je dis, ça va se passer. Et là, je cherche mes camarades maintenant. Quand je ressors marcher un peu dans la commune, je m'arrête devant les maisons de tous mes anciens camarades de section. Quand ils sortent, je les salue, je dis, qu'est-ce que je vous avais dit? Et ils disent, écoute, nous suivons tes émissions. C'est incroyable comment tu as pu avoir le nez creux de voir ce qui se passe aujourd'hui. Je dis, mais écoutez, comme vous avez été élevé par des parents qui avaient connu l'Afrique coloniale, vous avez sans doute hérité du préjugé que vous aviez une capacité de compréhension exceptionnelle. Et que quoi qu'un Africain vous dise de profond, c'est jamais assez vrai parce que vous avez l'ombre d'un doute que vous pourriez être forcément plus intelligent que lui. Donc, j'avais beau vous fournir toutes sortes d'éléments, j'avais beau vous dire, c'est une situation intenable. Ça ne va pas se passer comme ça. J'avais beau partager avec vous des informations pour vous dire que la situation était en train de pourrir, vous ne me preniez pas au sérieux. Parce que vos parents ont connu une époque où l'homme africain était subalterne. Alors moi, je suis pas votre subalterne, mais je suis un descendant d'anciens subalternes, de la puissance coloniale française. Donc, quelque part, vous aviez continué à me regarder comme ça, en disant, oh, bon, il dit des choses, notre Franklin, notre bon petit Franklin, de toutes les façons, on est avec lui ici, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, hein. On aura toujours, vous savez, l'Afrique doit se régler sur notre modèle de société. Faut pas qu'ils aillent avec les Russes, les Chinois, mais ils savent pas, mais ils vont regretter de nous avoir quittés, hein. C'est comme ça que ça parlait, hein, dans la section du Parti socialiste. Et je leur disais, la condescendance de vos propos vous coûtera cher. Vos regrets seront très amers. Ils disaient, oh non, on te fâche pas. De toutes les façons, on te dit, nous, on est dans la réelle politique, quoi. De toutes les façons, on voit pas comment l'armée française peut quitter le Sénégal. Non, 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 mais qu'est-ce que tu racontes? Le Tchad? Ah non, c'est pas possible. Le président Déby? Mais c'est un officier français, le président Déby. Il a été formé à Saint-Cyr, son fils, etc. L'élite militaire tchadienne, c'est nous. Hein? Et je leur dis, mais il peut arriver qu'un jour, dans tous ces pays-là, des gens qui vous connaissent très bien, qui d'ailleurs sont reconnaissants pour ce que la France a pu faire pour eux, ne soient pas d'accord envers la continuation de la politique néocoloniale de la France. Qu'est-ce que vous ferez si ça arrive? Parce que vous ne vous y préparez pas. Quand ça arrivera, vous serez surpris. Les voici surpris. Voilà les dirigeants sénégalais dont on attendait qu'ils récitent la même dictée que Macky Sall, qui leur écrivent des postes rageurs. Voilà le président tchadien qu'ils ont intronisé en N'Djamena, qui leur dit, allez chez vous, là, les troupes là, chez vous. Bon. Donc, attention. Je voudrais ici dire à tous ceux qui ont douté que le président Mahamat Idriss Déby Itno allait le faire, de venir lui dire, nous nous excusons d'avoir douté de vous. Parce qu'il l'a fait. Moi, je n'ai pas douté de lui là-dessus. Mes critiques politiques envers le président Mahamat Idriss Déby Itno concernent un autre sujet que je vais évoquer à la fin. Mais que vous connaissez et qu'il connaît. Alors, il continue en disant, ses remerciements aux forces françaises pour s'être retirées dans le calme. Mais elles n'avaient pas le choix. Parce que si elles avaient le choix, elles auraient pu faire autrement. Avant, quand une telle décision se préparait à être prise par un dirigeant africain, on organisait un coup d'État contre lui. On organisait une rébellion contre lui. Ou même carrément on l'attaquait directement, brutalement. Ce n'est pas par gentillesse qu'ils s'en vont. C'est parce qu'ils sont impuissants. Ils ne pouvaient pas attaquer. Je recommence. Ils s'en vont pas parce qu'ils sont gentils et qu'ils sont convertis tout d'un coup aux relations. Non, non, non. Ils s'en vont à contre-cœur. Pour preuve, quand le ministre, le représentant spécial du président français a fait sa tournée en Afrique, comment il s'appelle? L'ancien secrétaire d'État à la coopération, Jean-Marie Bockel. Quand il est revenu de sa tournée, il a dit ici en Mondovision à la télévision française qu'il avait eu des garanties du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et qu'il attendait les garanties du Sénégal pour le maintien des troupes françaises. C'est ce qu'il a dit. Jean-Marie Bockel l'a dit, non? En fait, à aucun moment, ils n'ont envisagé que Mahamat Idriss Déby Itno leur demande de quitter. Et le jour même de la rupture des accords de coopération militaire,
le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en N'Djamena. Il a même pu visiter des bases militaires en N'Djamena, en compagnie de son collègue, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Koulamala. À peine remontait-il dans l'avion que Mahamat Idriss Déby Itno faisait feu sur l'accord de coopération militaire à la télévision. Oui, on a vécu. Et il a raison de dire que c'est un grand moment d'histoire. C'est un grand moment d'histoire. Ceux qui ont vécu cela ne l'oublieront jamais. Un ministre des Affaires étrangères français vous rend visite le jour même. Il est souriant, il est détendu. Il est même reçu en audience par le chef de l'État. À peine monte-t-il dans l'avion, feu sur l'accord de coopération. Là, on peut se demander de quelle efficacité a été sa visite pour que cette visite soit marquée d'une telle rapidité de rupture. Bon, on continue. Donc, c'est purement diplomatique. C'est bien de remercier la partie française d'avoir agi pacifiquement, mais en fait, c'est le rapport de force qui a changé. Il faut que tout le monde en prenne acte. Le rapport de force a changé. La France n'a plus les moyens de dominer militairement l'Afrique. Elle les avait encore jusqu'au pratiquement à la fin des années 80. Elle avait les moyens de dominer l'Afrique francophone. Elle ne les a plus. Elle ne les a plus. Et c'est cela qui est c'est ce qui entraîne ce désengagement. Ce désengagement, il était inévitable, inéluctable. C'est plus fort que le président Macron. C'est plus fort que la France. Il faut qu'il se retire. Et je pense que vous allez voir, ils vont se retirer du Gabon. Complètement. Il n'y en a pas un seul qui va rester. De Côte d'Ivoire, complètement. Il n'y en a pas un seul qui va rester. Complètement du Sénégal. Et après, ce sera l'affaire de Djibouti. Puisque, avec les nouvelles révélations de la probable future chef du renseignement américain, Madame Tulsi Gabbard, qui reconnaît que les États-Unis ont financé Al-Qaïda, financé l'État islamique, etc. Mais les pays africains vont tirer les mêmes conséquences de la présence des bases militaires américaines. Vous ne pensez quand même pas que, après que l'Afrique ait appris tout cela, les Américains vont continuer à bénéficier de leurs bases militaires tranquillement en Afrique? Alors que les officiels américains reconnaissent la responsabilité de l'État américain dans le soutien, le financement, l'armement du terrorisme. Vous pensez vraiment, do you think that all those things will continue exactly like before? No, nothing will be like before. The time has changed. This is the end of a dominated Africa. This is the end of a looted Africa. We are fighting for, and so many people, millions, hundreds of millions of Africans are now awakening. And this is an irreversible process, I'm telling you. Alors, donc, il continue en disant, le Tchad affirme ainsi son attachement aux relations internationales transparentes, agissantes et réciproques. Il souscrit pleinement au principe d'une coopération respectueuse de souveraineté des États et avantageuse à toutes les parties prenantes. En reprenant le contrôle de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, suite à la rupture de notre coopération militaire, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération. Cette précision mérite d'être soulignée dans la clarté la plus absolue. Mais c'est vrai. Mais le Mali n'a pas rompu toutes ses relations avec la France. Le Burkina Faso n'a pas rompu toutes ses relations avec la France. Le Niger n'a pas rompu toutes ses relations avec la France. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, la France est dans le monde et l'Afrique est dans le monde. Les intérêts français et les intérêts africains sont condamnés à se rencontrer. Mais désormais, ces intérêts doivent être arbitrés par une négociation équitable, mutuellement respectueuse. Nulle part en Afrique, parce que ce paragraphe du propos du président Déby peut laisser penser que les autres pays africains auraient rompu toutes les relations avec la France. Il n'y a pas un pays africain qui ait rompu toutes les relations avec la France. Si les pays africains avaient rompu toutes les relations avec la France, mais il n'y aurait même plus de consulat de France dans ces pays africains. Hein? Il n'y aurait plus la monnaie de la Banque de France en train de circuler dans ces pays africains. N'oubliez quand même pas que le CFA, c'est la monnaie de la Banque de France. C'est pas une monnaie africaine. Elle n'appartient pas aux Africains. Elle est fabriquée à Chamalières. Hein? Il y a encore une circulation de population entre la France et les pays concernés. Les gens partent de France pour aller au Mali,
et du Mali pour aller en France. Les gens partent de France pour aller au Niger, du Niger pour aller en France. C'est beaucoup plus encadré, certes, mais il y a un flux de population permanent entre ces pays. Les gens partiront du Tchad pour aller en France et de France pour revenir au Tchad. Parce que tous ces pays sont sur la terre. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de penser que la souveraineté se vit en vase clos. Il n'y a pas de souveraineté en vase clos. La souveraineté, c'est aussi, on peut la définir comme la maîtrise des relations internationales d'un pays. Être souverain, ce n'est pas vivre en vase clos, s'enfermer sur soi. Je ne veux voir personne. Et personne ne veut me voir. Non, ça, c'est pas la souveraineté, c'est de l'isolement. La souveraineté ne se vit pas dans l'isolement. Elle se vit dans des interactions maîtrisées. Quand tu maîtrises tes interactions avec les autres pays du monde, tu es souverain. Quand tu ne les maîtrises pas, tu n'es pas souverain. Quand tu es isolé, tu n'es pas souverain. D'accord? Donc, il ne faut pas que ce paragraphe donne l'impression que le Tchad aurait une position plus nuancée que le Mali, le Burkina et le Niger. Ce n'est pas vrai. Le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas appelé à une rupture totale de toutes sortes de relations avec la France. Ils ont dit qu'ils mettaient fin aux relations néocoloniales, coloniales et impérialistes. Et vous, président Mahamat Idriss Déby Itno, vous avez intérêt à regarder tous les autres accords. Comme le Mali, le Burkina, le Niger ont regardé tous les autres accords. Tout accord qui est inéquitable, tout accord qui est asymétrique, tout accord qui tourne au détriment des intérêts vitaux de votre peuple, vous devez le dénoncer. C'est votre devoir, en tant que dirigeant. Donc il ne faut pas que non plus ici, vous pensiez que, parce que vous dites ça, vous flattez l'oligarchie française, vous l'énervez, tout au contraire. Ne pensez pas que ce paragraphe-là va vous valoir quelques bons amis. Non, ça ne vous vaut pas d'amis. On sait que vous êtes dans une logique anticoloniale, anti-impérialiste. C'est pour ça que vous avez demandé à l'armée française de partir. Et il faut l'assumer, président. Il faut assumer, vous êtes anticolonialiste maintenant. Vous êtes anti-impérialiste maintenant, c'est ce que vous êtes. Et il vous faut rapidement vous rendre compte que les thèses qui vous ont amené à faire partie de l'armée française et l'armée américaine de votre sol sont des thèses anticolonialistes et anti-impérialistes. C'est ce que vous avez fait. C'est pas autre chose. Alors, si vous essayez de l'habiller en autre chose, c'est que vous pensez que vous pouvez flatter. Et si vous pensez que vous pouvez flatter, ça veut dire que vous sous-estimez l'intelligence française. Ne sous-estimez pas l'intelligence française. L'oligarchie politique française est capable d'intelligence. Elle a été aveugle en raison de la facilité avec laquelle elle contrôlait l'Afrique ces dernières années. Mais attention, elle est capable d'intelligence. Ce sont des êtres humains, comme les Africains. Quand ils ont des déconvenus, ils s'asseyent et ils réfléchissent. Donc, il ne faut même pas tomber ici dans l'illusion qu'on peut les flatter en leur disant, vous voyez, pour tel sujet, on va s'entendre ou non, non. Il ne faut s'entendre que sur des sujets où on a un intérêt mutuel et il y a un respect mutuel. On continue? Alors, en reprenant le contrôle total, etc., la coopération militaire avec la France a marqué pendant des décennies notre histoire. Nous reconnaissons qu'à certains moments, par le biais de cette coopération, la France a joué un rôle important. Ça, c'est un paragraphe du président Mahamat pour être reconnaissant, puisque le président Macron l'a soutenu quand il est arrivé au pouvoir. Et son père, Idriss Déby, a dit lui-même que c'est grâce à la France qu'il est arrivé au pouvoir et que la France l'a maintenu parfois contre sa volonté au pouvoir. Je ne vais pas faire réécouter la vidéo. Hissène Habré est arrivé au pouvoir avec le soutien de la France et elle l'a fait tomber aussi. On le sait. Donc, globalement, en effet, il est arrivé à la France de soutenir les dirigeants tchadiens, mais aussi de les fragiliser. D'ailleurs, la stratégie qui a été dénoncée par le père Idriss Déby, c'est qu'elle soutenait les dirigeants tchadiens en les fragilisant pour que le Tchad ne devienne pas une puissance. Donc ça aussi, dans ce discours, à ce moment-là, vous faites semblant de l'oublier, que ce double jeu, je te soutiens, je te fragilise, c'est le principe du néocolonialisme. Ne jamais laisser émerger une puissance dans ce qu'il considère comme son précaré. Voilà. Alors quand il dit, le Tchad, cependant plusieurs réalités géostratégiques et géopolitiques nous imposent une pleine revue de nos partenariats, ce qu'il veut dire, c'est que bon, on veut avoir de bonnes relations avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie, avec le Brésil, avec le Venezuela aussi. On veut avoir de bonnes relations avec beaucoup d'autres pays, pas seulement la France. C'est ça que ça veut dire. Distingués invités, chers compatriotes, c'est la dernière partie. Un dialogue franc avec tous nos partenaires est pour nous l'impératif du quinquennat que nous ont confié l'ensemble des Tchadiens qui aspirent à voir leur pays s'affranchir de toute forme de partenariat opaques, inadéquats ou sans impact réel sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Cette nouvelle orientation émane de notre volonté de prendre en main notre destin, de renforcer notre autonomie, de bâtir un pays, etc.
Ça, vraiment, c'est la partie où il affirme les principes. Je viens à la dernière partie qui m'intéresse. Alors, il dit, une nation souveraine, c'est le dernier paragraphe qui m'intéresse, une nation souveraine, c'est une nation unie, consciente de sa force et déterminée à préserver son avenir. Je ne saurais laisser de côté mes semblables, les jeunes. C'est maintenant ou jamais. Notre génération doit se lever pour la patrie. Il nous faut aller ensemble, bâtir ensemble, parler le langage de la refondation et du développement harmonieux. Nos différences de sensibilité politique et d'opinion sur la gestion du pays ne doivent pas offrir un terrain fertile aux ennemis de notre nation. Nous devons mettre le Tchad, son indépendance, son droit à l'autodétermination, son intégrité et sa souveraineté au-dessus de toute considération. Ce pays est grand et riche. Nous avons toutes les possibilités et les potentialités pour le rendre encore plus grand. Debout et à l'ouvrage. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux. L'avenir est à toi. Vive la souveraineté du Tchad. Vive l'armée nationale tchadienne. Vive le Tchad refondé et fort. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça qu'il conclut. Mais quel est le sujet profond qu'il aborde dans cette dernière partie de son allocution? C'est le problème de la réconciliation nationale tchadienne. Qui dit unité nationale tchadienne, dit la réconciliation nationale tchadienne. Or, sur ce chantier, qui est pratiquement vierge, il y a déjà des efforts qu'il essaye de fournir, mais c'est un chantier qui est pratiquement vierge. Pourquoi? Le Tchad est l'un des pays qui a le plus grand nombre de diasporas armées, de groupes armés dans les diasporas. Donc, qui vivent dans les pays environnants, qui vivent en Libye, qui vivent au Soudan, qui vivent en République centrafricaine. Le Tchad est l'un des pays qui a le plus grand nombre d'opposants armés en diaspora qui vivent à l'étranger. Premier problème. Il faut clairement réfléchir à ce qu'on peut faire pour mettre en confiance des gens qui ont pris des armes pour combattre leur pays. Quel type de garantie on peut leur donner pour que la tentation de reprendre les armes n'ait plus lieu? Ça, c'est le premier problème. Et je pense que c'est le problème qui inquiète le plus le président Mahamat Idriss Déby Itno, parce que l'existence d'une diaspora tchadienne armée est une menace directe contre son pouvoir et contre sa vie. Et il sait pourquoi cette diaspora tchadienne armée menace son pouvoir et sa vie. Mais parce que lui, il a pris le pouvoir aussi par la force. Et que, usant de la force, il a éliminé des centaines de Tchadiens. Inévitablement, dans un pays où tu as usé de la force pour éliminer des centaines de personnes, il y a des gens qui t'en veulent la mort et qui veulent te tuer. Donc, il faut mener une réflexion sérieuse sur les conditions d'une réconciliation avec les Tchadiens, non pas instrumentalisés nécessairement par les puissances étrangères, mais les Tchadiens qui en veulent la mort à Mahamat Idriss Déby Itno et à son régime. Ils existent. Et ils lui en veulent la mort parce que des tragédies ont frappé leur vie et leur famille. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, les Tchadiens qui sont dans la société civile. Ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des opposants militaires, ce ne sont pas des opposants armés, c'est des opposants qui revendiquent un état de droit tchadien, qui veulent voir un Tchad dans lequel on ne traite pas mieux quelqu'un parce qu'il est Zarawa ou parce qu'il est Goran ou parce qu'il est de telle ou telle ethnie. Un Tchad dans lequel, quand on va au commissariat, quand on va à la poste, quand on va dans un ministère, les ordres du régime sont clairs, on traite tout le monde pareillement et il n'est pas toléré le moindre favoritisme. Ces gens-là sont là. Il faut se demander comment on peut moraliser la vie publique de l'État pour rendre littéralement le Tchad à tous les Tchadiens au quotidien. Ça, c'est un deuxième chantier. Mettre fin aux discriminations qui persistent dans la vie de la société civile tchadienne. Quand vous discutez avec les Tchadiennes et les Tchadiens qui sont opposés au régime du président Idriss Déby ou au régime de son fils maintenant, Mahamat, vous êtes frappé par le nombre de cas de violation de leurs droits élémentaires et quotidiens qui sont soulignés. Prenez par exemple le problème de l'usage systématique de la force, que ce soit par les forces armées, la gendarmerie ou la police, dès lors qu'on a affaire à des personnes qui ne partagent pas les opinions du régime. Prenez par exemple cette question. Il y a donc un travail vigoureux que l'État tchadien doit faire pour instaurer l'état de droit dans la société civile. C'est-à-dire qu'une Tchadienne et un Tchadien, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, qui va vers le commissariat pour dire « il y a quelqu'un qui m'a braqué », on le protège sans chercher à savoir si la personne qui a braqué est du groupe ethnique, eh bien du commissaire. Il faut réussir à bâtir un État tchadien impartial. Et cela n'est pas facile
ça suppose un programme spécial, un programme d'amélioration de la relation entre l'État et la société. Parce que la relation entre l'État et la société au Tchad, elle est paralysée par le clientélisme, par le népotisme, comme dans presque tous nos pays héritiers de la colonisation, par la corruption. Elle est paralysée et par les relations politiques. Celui qui a des relations haut placées peut disposer de la vie de son voisin et la vie continue. Et vous devez mettre fin à l'impunité quotidienne. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'impunité quotidienne. Pour réconcilier le peuple tchadien et l'État, il faut que l'État mette fin à l'impunité quotidienne de certains groupes. Et ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des groupes qui ont pris l'habitude de se servir de l'État comme un moyen de punir les autres. Ça, c'est un chantier. Enfin, maintenant, intéressons-nous à la société politique tchadienne. Moi, je note comme un point positif le fait que Masra Succès, ancien Premier ministre maintenant, président du Parti des Transformateurs, ait compris que les temps avaient changé et qu'il ne pouvait pas exploiter les tensions géopolitiques internationales pour fissurer l'État tchadien. Il fut un temps où il était tenté par le thème sécessionniste. Je vais faire un Tchad du Sud. Mahamat Idriss Déby Itno n'a qu'à gouverner le Tchad du Nord. Il fut un temps où il était habité par ça. J'espère que le changement du rapport de force politique dans le pays est en train d'enlever de la tête de toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens qui ont le projet sécessionniste, le rêve de ce projet. C'est un projet africainement inadmissible. On est en train d'aller vers le panafricanisme. C'est pas à ce moment-là qu'il faut aller vers le sécessionnisme. Le sécessionnisme est un anti-panafricanisme. Au moment où tout le continent est en train d'aller vers le panafricanisme, il y en a qui tirent la couverture de leur côté. Ils veulent leur petit morceau d'un pays parce qu'ils savent qu'il y a telle ou telle ressource sous le sol. Ils veulent constituer des oligarchies compradors qui vont exploiter des bourgeoisies compradors qui vont exploiter telle ou telle partie du pays à leur avantage. Arrêtez ça. Sécessionnistes en tout pays africain, arrêtez. La balkanisation du continent là, ça suffit. Nous sommes plutôt dans un mouvement de construction de synergie. Les frontières héritées de la soi-disant colonisation, elles sont déjà suffisamment aberrantes pour que vous vouliez en créer d'autres. Non. Donc, moi, je salue le fait que M. Masra ait au moins tenu compte du rapport de force et ait compris que la facilité avec laquelle il a applaudi les forces de sécurité quand elles ont éliminé le leader du Parti socialiste sans frontières, mon frère Yaya Dilo Djeroumbéchi, que je pleurerai toujours, cette facilité a été une imprudence de sa part. Alors, avec la société politique, le président Mahamat Idriss Déby Itno a un travail. Il doit pouvoir assurer tous ceux qui veulent faire de la politique au Tchad que leur vie n'est pas en danger, que leur sécurité physique n'est pas en danger. Je parle des civils, parce que la négociation et la compréhension, l'apaisement avec les groupes armés est beaucoup plus complexe. Mais les personnes civiles, il faut que les Tchadiens, pour cela, n'aient pas peur que d'autres Tchadiens exercent des responsabilités politiques. Et pour que cette peur quitte, il faut que la violence soit extirpée des relations quotidiennes. C'est un chantier énorme. Mais c'est un chantier qui doit passer par l'éducation. Si on enseigne ça à l'école primaire, on enseigne ça au collège, on enseigne ça au lycée, on enseigne ça à l'université, à toute une génération. Et si on le pratique à l'école, si on enseigne ça à l'hôpital, et on le pratique à l'hôpital, cette interdiction. Si on enseigne ça dans les prisons du Tchad, et on le pratique dans toutes les prisons du Tchad, le respect scrupuleux des droits des personnes. Si on enseigne ça aux frontières du Tchad, et on pratique cela, je vois le peuple tchadien sortir de la peur permanente de la mort donnée par l'autre Tchadien. Parce que l'un des pays, et tous nos pays d'Afrique issus de la colonisation française souffrent de ce phénomène, l'un des pays où le citoyen a peur d'être tué par son concitoyen. L'un des pays où le citoyen a le plus peur d'être tué par son concitoyen, c'est le Tchad. Les Tchadiens vivent dans leur pays la peur au ventre. Surtout quand ils ne bénéficient pas de la protection du pouvoir, la protection directe. Quand ils n'ont pas un clan solide à l'intérieur du pouvoir, les Tchadiens vivent avec la peur au ventre. C'est insupportable, humainement, même spirituellement, quand vous essayez d'imaginer ce que ressentent les Tchadiens. Et plus largement, les Africains qui vivent dans des pays où, pour le moindre désaccord, tu es mort. Pour le moindre non, tu es mort. Donc le président Mahamat Idriss Déby Itno doit se rendre compte de l'immensité de ce chantier.
Le chantier du renoncement à l'usage systématique et spontané de la violence. C'est un chantier qui passe par l'éducation. Parce que malheureusement, dans nos pays, là, beaucoup de gens ont grandi avec le réflexe de taper dès qu'ils ne sont pas d'accord. Le réflexe de tirer quand ils ne sont pas d'accord. Le réflexe d'emprisonner quand ils ne sont pas d'accord. Il faut un enseignement populaire. Il faut investir dans l'éducation populaire. Investir dans l'éducation citoyenne. Et choisir des lieux où vraiment on va être intransigeant avec la violence. Délibérer la violence arbitraire. L'école, l'université, la prison, le marché, la frontière, l'hôpital. On doit décréter un certain nombre de lieux comme ça où, en fait, on va éduquer le Tchadien, la Tchadienne. En disant que celui qui fait ça à cet endroit-là, même s'il est le neveu du président, il subit la rigueur de la loi. Et le président doit montrer l'exemple. Chacun doit réunir sa famille dans un pays comme ça où la violence est allée trop loin jusqu'à faire que les gens ont peur les uns des autres. Comme si on avait peur du diable en personne. Il faut que tous les chefs de famille réunissent leur famille. Il faut qu'il y ait une journée de la non-violence au Tchad. Peut-être même une semaine. Le président peut décréter une semaine de la non-violence. Une semaine où les Tchadiens et Tchadiennes vont réapprendre à se parler entre eux. À se pardonner pour ceux qui sont allés très loin. À expliquer pourquoi. Parce que c'est la peur qui rend violent. Quand tu as peur là, pour te défendre, tu es violent. On peut imaginer vraiment beaucoup de modules, beaucoup d'activités pour décrisper le pays. Parce que le pays est crispé par la peur d'être tué. C'est un vrai problème. Quand vous discutez avec des Tchadiens qui sont en exil. Vous savez, ce qui retient quelqu'un en exil, c'est la peur d'être tué. C'est pas autre chose. Ce qui fait que quelqu'un n'aille pas dans son pays, là, c'est la peur d'être tué. Si quelqu'un vous dit que c'est autre chose, là, il ment. Oh, cette peur d'être tué. Non seulement elle retient l'exilé, mais à l'intérieur du pays, il y a des gens qui vivent comme des exilés à l'intérieur de leur propre pays. Ils vivent avec la peur d'être tués. Et cette situation, c'est celle de millions de Tchadiens et de millions d'Africains. Cette situation existe dans mon pays natal, le Cameroun. Des gens qui vivent avec la peur d'être tués. Donc il faut vraiment réussir à introduire une civilisation de la non-violence, une civilisation du droit, mais par l'éducation, une éducation non discriminante et par la responsabilisation des chefs et des mères de famille. Vraiment, les parents, l'école des parents, là, elle doit être ouverte. Le président Mahamat doit faire l'effort de réouvrir une école des parents. Mais une école citoyenne, c'est pas pour traiter les parents comme les enfants. Dire aux parents, on a la responsabilité de dégonfler la quantité de violence qu'il y a dans notre société. Par exemple, le rapport aux armes. C'est quelque chose qui doit être entièrement repensé, qui doit être réencadré par la loi, le rapport aux armes. Avoir sur soi un couteau à l'école. Mais c'est pas une blague, ça. Doter les femmes avec les kalachnikovs. C'est pas sérieux, ça. Quand on est content, tirer en l'air à l'arme à feu. Ce ne sont pas des choses qui doivent devenir normales. On ne peut pas populariser ça comme ça. Donc vraiment, président, je voulais dire que le plus difficile dossier que vous ayez à l'intérieur de votre pays, c'est celui de la réconciliation nationale, autour de l'état de droit tchadien à bâtir et autour de la non-violence. Quand je regarde ce chantier, président, je me rends compte de l'immensité du poids que vous avez sur vos épaules. Je ne sais pas si vous imaginez, à l'âge auquel vous êtes, ce qui est sur vos épaules, ce que vous avez pris sur vos épaules là, c'est pas donné. Il vous faudra beaucoup de foi, il vous faudra beaucoup d'humilité, et il faut dès maintenant, président, prévoir de vivre sans le pouvoir. Vous devez commencer à traiter les Tchadiens de telle façon que les Tchadiens aient envie de vous pardonner les actes de violence, de brutalité que vous avez commis contre eux, parce que vous les aurez réparés. Et n'ayez pas honte de demander pardon. Parce que ce mot est rare dans la bouche du président Mahamat Idriss Déby. Demander pardon, là, ce n'est pas être bête. Demander pardon, c'est pas forcément être faible. C'est la véritable force de l'amour. Vous-même, asseyez-vous et regardez ceux contre qui vous avez commis des injustices. Président, faites la liste.
et organisez des relations sociales avec ceux dont vous savez très bien qu'ils sont victimes de vos injustices. Prenez à cœur de ne serait-ce que renvoyer un ascenseur positif à ceux qui ont souffert de votre politique. Ils sont nombreux, mais il y en a quelques-uns. Pour moi, par exemple, l'un des actes forts de la réconciliation tchadienne, ce sera la reconnaissance de la grave barbarie qui s'est abattue contre votre frère, Yaya Dilo Djerumbeti, dans la capitale N'Djamena, ce jour-là. Les enfants sont là, ils ont perdu leur père. Et beaucoup de familles sont dans cette situation. D'autres familles ont perdu leurs filles, leurs fils. Président, vous devez, maintenant que votre peuple commence à se rassembler autour de vous, prendre l'énergie que vous cherchez dans la prière, prendre l'énergie que vous devez trouver dans l'amour pour votre peuple, pour marcher courageusement vers les grandes cérémonies du pardon. Vous ne pouvez pas redresser ce pays. Vous ne pouvez pas en faire un État souverain si les citoyens ont peur les uns des autres, si les citoyens se détestent, si les citoyens sont paralysés par des rancunes tenaces les uns contre les autres. Il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas d'union. Et les opposants qui, comme mon jeune frère Masra, vous donnent l'impression d'avoir baissé le ton, il baisse le ton seulement parce qu'il a peur d'être tué. Écrivez ça. Masra, on le connaît. Lui, on le connaît. Il baisse le ton là en N'Djamena parce qu'il sait que si vous vous fâchez, il est mort. Or, dans un pays que nous devons bâtir pour le transmettre à nos enfants, il ne faut pas que les gens aient peur qu'on les tue. Il ne faut même pas que nous ayons comme réflexe de tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais pour cela, il faut que nous-mêmes, non seulement nous donnions de l'amour aux autres, mais que les autres nous donnent en retour de la considération pour les sacrifices que nous consentons dans l'intérêt commun. Donc en fait, les Tchadiennes et les Tchadiens doivent savoir que chacun doit sacrifier quelque chose pour que le Tchad existe. Si on entre dans une logique de règlement de compte indéfinie, le Tchad est mort. Or, la logique de règlement de compte indéfini semble être celle qui domine encore dans les mentalités au Tchad. Et derrière les petits comportements des gens qui font semblant, ah oui, non, maintenant, en républicain, je reconnais. Non, il ne reconnaît pas. Il a peur d'être tué. C'est pas encore son vrai cœur qui parle. Pour le moment, il voit l'armée française partir, donc il vient de perdre un parrain. Il voit l'armée américaine partir. Mon petit frère Masra dit, Masra, tu es jeune, si tu veux vivre longtemps, va faire allégeance au président Déby, et puis tu t'assois. Peut-être qu'un jour, d'autres circonstances vont permettre que tu relèves la tête. C'est ce que Masra a fait. Et on ne doit pas se contenter de ça. La réconciliation ne passe pas par l'humiliation. La réconciliation, c'est vraiment l'acceptation de renoncer à nous nuire réciproquement dans l'intérêt du pays. Et pour cela, il nous faut y travailler. Il faut travailler à ça. Il faut vraiment ouvrir le chantier. Voilà ce que je voulais dire au président Mahamat Idriss Déby Itno. Ne pas sous-estimer la gravité de l'acte qu'il a posé envers le néocolonialisme français et savoir qu'il l'aura sur le dos. Vous aurez des tentatives de coup d'État. Il ne faut pas que ça vous rende méchant envers votre peuple. Attention. Vous savez qui va être derrière. Les néocolons n'abandonnent jamais. Il faut qu'ils perdent pour qu'ils lâchent. Ils doivent perdre. Vous aurez plusieurs tentatives de coup d'État. Vous allez essuyer des rébellions. Vous allez connaître des trahisons. C'est nécessaire. Parce que ça fait partie des conséquences de votre engagement. Mais il ne faut pas qu'à aucun moment, ce soit une raison pour retourner votre violence contre votre peuple. Parce que c'est ça qui vous perdrait plus facilement. Continuez à faire grandir l'amour de votre peuple pour vous et continuez à faire grandir votre amour pour votre peuple. Le chantier, bien sûr, du progrès social et économique est incontournable. Vous devez vous associer à toutes les décisions qui font que les richesses d'Afrique servent à améliorer les conditions de vie des populations africaines. Voilà pourquoi je conclus en disant toujours, travaillez à aller vers une convergence avec l'AES. À défaut de vouloir nécessairement appartenir à l'AES, passez des traités, des accords favorables avec l'AES et n'oubliez pas que le franc CFA, vous devez vous en débarrasser. Si vous ne vous en débarrassez pas, eh bien, des crises financières, des crises monétaires artificiellement entretenues contre vous vont vous faire tomber. Donc, il faut continuer vraiment ce processus d'indépendance sur tous les plans. Voilà, en Mondo Vision, les idées que m'inspire le discours du président Mahamat Idriss Déby Itno. C'est un discours historique, il a posé une action historique, il faut la saluer, mais la réconciliation nationale tchadienne, c'est le parent pauvre
de tout ça. Et il ne semble pas indiquer comment il compte faire. Est-ce que les gens vont se réconcilier uniquement parce qu'ils ont peur d'être tués? C'est une fausse réconciliation. La paix des cimetières, la paix des prisons, c'est pas la vraie paix. La paix de l'intimidation, la paix dans la peur, c'est pas la vraie paix. Il faut la paix des cœurs, la paix juste. Il faut donc que tous se sentent, eh bien, bénéficiaires du même pays, qu'ils se sentent copropriétaires du même pays. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.